Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente Steve Martin, je suis responsable de projet chez Harmonie Mutuelle et c'est avec un très grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille aujourd'hui à cette conférence d'une heure environ sur la thématique Génération numérique, guerre aux addictions. Cette conférence s'inscrit dans le programme national La santé de votre enfant proposé par Harmonie Mutuelle depuis maintenant de nombreuses années et il a pour objectif d'accompagner nos adhérents dans leur rôle de parents de la naissance à l'adolescence. C'est l'avant-dernier webinaire de 2024. Mais bonne nouvelle, la santé de votre enfant redémarre dès février 2025 pour un programme annuel cette fois-ci, toujours animé par des experts de la parentalité qui vous partageront conseils pratiques et points de repère pour mieux appréhender et accompagner le développement de votre enfant. N'hésitez donc pas à vous inscrire via les liens joints dans la barre de conversation à droite ou directement sur notre site Harmonie Prévention. Toutes les conférences passées sont également disponibles en replay. L'intervenant à qui je vais laisser la parole dans quelques instants est Alain Stromaer de l'association Génération Numérique. Albin, c'est à vous. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable rencontre. Merci Steve, bonjour tout le monde, bienvenue. J'espère que tout le monde va bien. Et nous allons donc pouvoir attaquer sur la thématique du jour qui est donc guerre aux addictions. Et voici un petit peu les différents points que nous allons aborder. Donc à la fin, nous aurons une session de questions-réponses. Mais si vous avez des questions directement, n'hésitez pas à les noter dans le chat. J'ai le chat sous les yeux, Nathalie également. S'il faut faire remonter des questions, il n'y a aucun souci, n'hésitez pas. J'aime bien un petit peu qu'on me coupe la parole, des fois ça permet un peu plus de dynamique. Donc on va commencer par quelques petites définitions. Donc on va commencer par la définition des addictions. Et donc, les troubles dus à l'utilisation de substances ou à des conduites addictives, qui du coup, en fait, le terme addiction, majoritairement comme il est défini par l'OMS, va concerner principalement l'utilisation de substances psychoactives, que ce soit drogue, alcool, tabac ou autres, qui peuvent justement avoir des effets nocifs sur la santé. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tout à fait le terme addiction qui est juste, même si ça s'en rapproche. Ça va être les troubles dus à des comportements addictifs. Alors pourquoi cette notion, la différence est-elle importante? Puisque du coup, quand on parle d'addiction au sens psychoactif du terme, on a une action directe sur l'organisme d'un point de vue physiologique. Alors que les troubles dus à des comportements addictifs, ce sont des comportements qui peuvent devenir du coup une habitude et du coup présenter les mêmes conséquences que des addictions. Alors, je suis allé un petit peu vite, on ne va pas lire toutes les définitions, mais c'est pour bien montrer qu'il y a des différences qui sont bien claires et bien définies. Et si on prend par exemple dû à comportement addictif, on a le jeu de hasard, les petits tickets à gratter ou le loto tout simplement. Ce ne sont pas des addictions au sens physiologique du terme, mais par contre, ce sont des comportements. Et un comportement, heureusement, on peut le modifier. Et c'est là ce qui va nous intéresser. Donc, si je continue, on a aussi ce qu'on appelle ce qui est appelé les 5 C de l'addiction, qui est un concept proposé par un psychiatre addictologue qui s'appelle Laurent Carilla, et du coup qui correspond à ceci. Donc, en fait, c'est les 5 C, donc la consommation, donc l'envie irrépressible de consommer, la compulsion, c'est-à-dire on n'y réfléchit pas, on a l'occasion, on y va, c'est compulsif, c'est continu, et ça c'est quelque chose qui est important puisqu'on peut tous avoir à un moment dans notre vie envie de faire quelque chose puis après on arrête. Les conséquences, bien évidemment, donc que les conséquences sont souvent négatives, et la perte totale de contrôle. Voilà, donc c'est vraiment un déséquilibre complet au niveau de la vie quotidienne. Et pour essayer de faire la différence aussi entre un comportement addictif et on va dire un petit excès, un emballement, il est proposé aussi autre chose, c'est ce qui s'appelle l'addict-arbre. Donc l'addict-arbre, il est intéressant de voir que souvent, tout ce qui est phénomène d'addiction, que ce soit le tabac, l'alcool, le travail, le sucre, le sport, la sexualité, etc. Souvent, ça, c'est que la partie immergée de l'iceberg, puisqu'en fait, ça va être plutôt une conséquence d'autre chose. Et vous voyez au niveau des racines de l'arbre, les différentes petites causes qui
de manière isolée ou ensemble, peuvent créer justement des comportements addictifs ou l'utilisation de substances psychoactives. Donc voilà, stress, peur, désespoir, culpabilité, violence, ça peut être un facteur génétique, troubles psychologiques, etc., etc. Et très souvent, et là on va parler au niveau des, des ados surtout, pour ce qui est des enfants, des jeunes ados et des ados, très souvent, c'est une fuite de la réalité. Pour côtoyer beaucoup d'adolescents, notamment sur la thématique du harcèlement, très souvent, ce qui en ressort, et même d'un point de vue des psychologues et des psychiatres, c'est que tous ces comportements sont la conséquence d'un mal-être, d'un trouble, qui fait que du coup, ils vont se jeter peut-être corps et âme dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'addiction aux écrans, même si, encore une fois, ce terme est utilisé légèrement à tort. Et donc, voilà, donc c'est que c'est un signal d'alerte. Donc, si jamais il y a une personne que vous estimez, que ce soit un enfant, votre enfant ou quelqu'un d'autre qui, du coup, vous trouvez que passe énormément de temps sur ces écrans, peut-être à outrance, voilà, qui, dès qu'on a l'occasion, se jette dessus, peut-être que, du coup, il y a d'autres choses à creuser, et c'est que c'est pas la cause, mais plutôt la conséquence. Alors, bien évidemment, ça peut en être la cause. Mais encore une fois, c'est pas forcément l'écran qui est la cause, ça peut être le contenu. On parle souvent aussi de jeux d'argent, mais il y a beaucoup de jeux vidéo gratuits aujourd'hui qui sont des applis mobiles ou autres qui fonctionnent sur le cerveau de la même manière que le jeu d'argent, même s'il n'y a pas d'argent en jeu. Et c'est là justement où les mécanismes du coup sont problématiques. Mais c'est pas encore l'écran le problème, c'est encore son contenu. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Si je continue, on va parler maintenant des aspects positifs liés à l'usage des écrans, parce que tout n'est pas négatif, heureusement. Mais on va commencer par ça. Donc, on va pas faire par tranche d'âge. Donc, entre 3 et 6 ans, voilà. Alors, bien évidemment, je reviens avant, il est fortement recommandé, et ça, normalement, en tant que parent, vous l'avez tous entendu des dizaines de fois, pas d'écran avant 3 ans. Bon, on est entouré d'écrans, on va dans la rue, il y a des écrans partout. On ne peut pas enfermer notre enfant dans une cave et isoler des écrans. Par contre, le mettre devant un écran, une fois de temps en temps, si on n'a pas le choix, c'est pas grave. Okay, tant que l'écran ne devient pas une nounou, c'est pas un problème. La problématique avant 3 ans, c'est surtout qu'un enfant qui passe beaucoup de temps seul devant les écrans va ralentir son développement au niveau de la motricité, au niveau du langage. Pour ce qui est de la motricité, on peut toujours aller faire quelque chose à côté, après ou autre. Et pour ce qui est du langage, faut quand même, si on communique pas avec son enfant, normalement, si on communique avec son enfant, normalement, le langage devrait quand même revenir, se développer. Mais par contre, effectivement, avant 3 ans, il faut éviter au maximum de laisser un enfant devant un écran. Entre 3 et 6 ans, cela dit, il est tout à fait possible d'en faire un outil pédagogique. Donc, comme marqué sur la slide que vous voyez, ça peut aider aussi à distinguer le réel du virtuel. Par exemple, une petite application interactive avec laquelle on va jouer ensemble, accompagné toujours, jamais seul, peut éventuellement, justement, en plus de faire travailler aussi éventuellement la motricité sur une petite tablette ou généralement une tablette à bonne distance, mais on y reviendra aussi, permet aussi de faire aussi la différence entre le réel et le virtuel. On peut le faire aussi avec des livres, on peut le faire avec tout support. Et voilà, ça permet aussi de poser aussi les premières bases de la modération. C'est-à-dire que voilà, c'est pour un temps défini, on commence, on arrête, on va pas plus loin. Ça permet dès le plus jeune âge en fait de commencer à mettre aussi des limites en termes d'utilisation et de temps passé devant les écrans. Voilà. Et bien évidemment, toujours l'inviter à parler des contenus, parce que c'est extrêmement important, encore une fois, aussi bien pour le vocabulaire et le langage, mais que pour aussi faire travailler sa mémoire et aussi faire travailler son attention correctement sur le temps d'écran, si tant est qu'il ait un temps d'écran. Sur un livre, je fais toujours parallèle avec un livre, on va regarder les images, on lui dit tiens, ça c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe sur cette image? Sur un écran, on fait pareil. Voilà, pour justement éviter le côté passif devant l'écran. Parce qu'un être humain, qu'il soit enfant ou adulte, s'il est passif, techniquement, il ne va pas forcément retenir, il ne va pas en tirer grand-chose. Ensuite, on passe à la tranche d'âge supérieure. Donc, les 6-12 ans. Là, bien évidemment, maintenant, les écrans sont partout et sont aussi également à l'école.
Et il y a plein de manières de l'utiliser. Ça peut être via des applications éducatives, via des programmes éducatifs aussi. Je prends un exemple que tout le monde connaît probablement, l'émission C'est pas sorcier, qui date des années 90, qui existe toujours aujourd'hui, qui a été revue. On trouve les anciens aujourd'hui. Ce sont des émissions éducatives intéressantes, adaptées aux plus jeunes du moins pour les 6-12 ans. Et c'est du temps d'écran qui peut être utile. Voilà. Et bien évidemment, il y a aussi tout ce qui va être aide à la lecture, au calcul, donc qui va venir en renfort de l'école, qui peut être, on va dire, plus ludique via un écran, via une application. Effectivement, il existe aussi des jeux physiques, par exemple pour apprendre la lecture, il y a des lettres magnétiques pour former des mots, ce genre de choses. Mais ce sont des supports différents qui peuvent avoir leurs apports différents. Et entre 12 et 17 ans, c'est là où ça devient plus compliqué, puisque là, à partir de 12 ans, c'est le collège, c'est tout le monde a un téléphone, donc moi je veux aussi un téléphone, et puis tout le monde est sur les réseaux sociaux, donc si je veux pas être isolé socialement, il faut aussi que je sois sur les réseaux sociaux. Ce qui est malheureusement le problème du conformisme social, dont on a tous et dont on continue tous à faire preuve, c'est que du coup, dans nos groupes sociaux, en fait, on fait comme le groupe pour être intégré à ce groupe et ne pas se sentir exclu de ce groupe. Ça marche pour les ados, ça marche pour les adultes, ça marche pour tout le monde. Et effectivement, à partir du collège, le smartphone et les réseaux sociaux, maintenant, ça fait partie du pack de nécessaire du petit collégien pour être intégré socialement. Alors, bien évidemment, c'est pas 100% vrai, puisqu'il y a des jeunes qui, du coup, ça arrive, ne veulent pas être sur les réseaux sociaux, ne veulent pas forcément avoir un smartphone, ne sont pas spécialement isolés socialement pour autant. Mais par contre, ça permet aussi de l'accompagner aussi dès cet âge-là, si on l'accompagne, à apprendre les bonnes pratiques pour justement éviter de s'exposer aux conséquences négatives que peuvent avoir justement tous ces réseaux, toutes ces utilisations qui sont habituelles pour nous. Par exemple, ne pas publier n'importe quoi, ne pas mettre sa photo publique, avoir un compte en privé, ce genre de choses, des choses que nous, on sait en tant qu'adultes, mais en fait, plutôt que de transmettre, on va dire non, tu vas pas, parce qu'on est focalisé aussi sur tous les faits divers qui nous sont rabâchés à longueur de temps via les différents médias et qui sont assez anxiogènes en tant que parents, bien évidemment. Voilà. Et ça permet aussi éventuellement aussi de pouvoir parler aussi du contenu. Je vais le redire beaucoup, mais de pouvoir parler de leur contenu pour justement pouvoir les accompagner pour ne pas qu'ils soient troublés ou choqués par les contenus sur lesquels ils peuvent tomber accidentellement. C'est extrêmement important. Donc ouais, voilà, donc ça, les réseaux sociaux, j'en avais un petit peu reparlé, mais je vais développer encore un petit peu plus. Le réseau social, je vais insister sur le mot social. Les compétences sociales d'aujourd'hui sont les mêmes, sauf qu'elles se sont décalées, elles se sont multipliées. Il faut les avoir aussi bien dans la vraie vie que via les réseaux. Et souvent, il y en a qui sont plus à l'aise, plutôt que de parler en groupe devant plusieurs personnes et de se sentir potentiellement jugé, surtout qu'en plus, entre 12 et 17 ans, on est très attaché à l'image qu'on va renvoyer aux autres. Du coup, peut-être que c'est plus facile pour eux de communiquer et de sociabiliser derrière un écran dans un premier temps pour pouvoir justement après être un peu plus serein face aux personnes quand ils se sentiront un petit peu plus en confiance avec eux-mêmes. Voilà, ça peut donner un côté sécurisant et désinhibiteur, qui peut justement aider, encore une fois, en accompagnant, pour justement être un peu plus à l'aise socialement. Et donc, petite particularité au niveau des effets positifs sur les jeux vidéo, puisque du coup, effectivement, tout à l'heure, je parlais des jeux d'argent dans les comportements addictifs, mais il y a aussi le jeu vidéo, puisque certains jeux vidéo ont les mêmes mécaniques que les jeux d'argent et donc peuvent déclencher les mêmes comportements. Alors, ça reste marginal. Je tiens à le préciser quand même, pour ce qui est du jeu vidéo, ça reste marginal. On est sur 1 à 2% des joueurs qui peuvent avoir des comportements addictifs.
Ça reste beaucoup si on met ça si on met chiffré, mais 1 à 2%, ça reste marginal, mais c'est vrai que l'idéal serait 0. Donc, alors là, je tiens à signaler un conflit d'intérêts. Je suis joueur moi-même depuis ma plus tendre enfance, donc j'ai un certain parti pris. Je préfère prévenir. Voilà. Mais effectivement, un jeu vidéo, on peut apprendre des choses, on peut réfléchir, on peut passer beaucoup de temps à faire d'autres choses que de jouer grâce à un jeu vidéo. Et ça aide aussi en termes de socialisation, d'avoir partagé une passion et que via cette passion, il y a des gens qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre et qu'on commence à apprécier. Pour l'exemple, pour ce qui est de la réflexion stratégique, le premier point qui est indiqué, pardon, souvent, je vais prendre un exemple que vous connaissez peut-être probablement tous, puisque je pense que pour la plupart des gens qui nous regardent, ce sont des parents. Je vais parler très rapidement de Minecraft, ce jeu vidéo dont vous entendez parler depuis des années. Peut-être que certains jouent avec leurs enfants, peut-être que d'autres n'ont jamais compris l'intérêt de leurs enfants pour ça. Tout simplement, Minecraft, on peut apprendre les bases de la physique, par exemple. On peut construire des maisons. Ces maisons, on peut leur faire des fenêtres. Donc pour ça, il nous faut du verre. Et comment on fait du verre? On fait chauffer du sable très, très fort pour avoir du verre. Voilà, comme en vrai. Là, c'est simplifié, mais ça permet au moins d'apprendre, d'avoir un minimum de connaissances, donc culture générale sur le sujet. Et ça peut aussi donner éventuellement des idées ou créer des passions pour d'autres choses. Par exemple, je prends toujours l'exemple de Minecraft. Si on peut éventuellement faire des petits circuits logiques, ça permet d'apprendre les bases de la logique en programmation en électronique. Ça peut faciliter après, au collège, les cours de Scratch, par exemple. Pour ceux qui ont des enfants au collège, vous voyez de quoi je parle, ce sont des petits cours de programmation qui permettent qui sont maintenant obligatoires dans les établissements scolaires. Et pour ce qui est des capacités cognitives, alors évidemment la coordination œil-main, qui est très importante, et ça permet aussi d'apprendre à anticiper les choses. Je prends un exemple, on est un jeu de course automobile, il faut anticiper le virage, donc il faut apprendre, c'est l'apprentissage par la répétition et par l'erreur qui se fait via les jeux vidéo. Et comme j'ai déjà parlé de la socialisation, où là, on peut très bien se faire des copains en jouant au foot, et puis après, quand tout le monde est rentré à la maison, continuer à être copain avec les gens à qui on a joué au foot en jouant à FIFA sur la PlayStation, par exemple. Bien évidemment, le côté derrière écran ayant un côté désinhibiteur, effectivement, quand ça se passe pas bien, là, les conflits peuvent arriver peut-être plus facilement qu'en vrai. On le voit tous sur les réseaux sociaux, même les adultes. À partir du moment où on n'est pas d'accord, on va rentrer peut-être de manière un petit peu plus frontale dans les commentaires d'une publication ou autre, là où en face à face, on aurait été peut-être un peu moins véhément. Donc voilà pour cette petite partie-là. Maintenant, on va parler effectivement des conséquences négatives liées à l'usage des écrans. Alors cette fois-ci, j'ai pu synthétiser, puisque j'ai juste mis des noms, il y a plusieurs catégories. Donc déjà, les conséquences somatiques. Donc la sédentarité, bien évidemment, peu importe notre âge, rester statique devant un écran, c'est pas l'idéal, puisque comme on le sait tous, la médecine et la science le répètent depuis des années et des années, la sédentarité, c'est pas bon pour nous. Ça peut effectivement aussi créer des troubles musculo-squelettiques, des petites douleurs, ou alors, par exemple, passer trop de temps avec une souris dans la main, ça peut avoir mal au poignet, un peu de corne aussi qui peut apparaître des fois, de ce genre de choses. Et les troubles ophtalmologiques, comme par exemple, surtout d'ailleurs, la myopie, mais ça vaut pour tout ce qui est travail de près. Sachant que la myopie peut se développer jusqu'aux alentours de 25 ans et s'aggraver jusqu'aux alentours de 25 ans. Après, ça se stabilise. Plus on est prêt, plus on risque de développer ou de faire dégénérer une myopie. Mais ça marche aussi avec un livre. Si on est en basse lumière et qu'on a un livre collé sous les yeux vont forcer de la même manière et on risque aussi la myopie ou l'aggravation de la myopie. Alors ça sont les conséquences somatiques. Il y a une petite règle éventuellement à appliquer qui s'appelle les 3x20. C'est-à-dire que déjà pour le repos des yeux,
c'est toutes les 20 minutes, regarder à 20 mètres pendant 20 secondes. Voilà, ailleurs, ne serait-ce que pour ça. Voilà. On pourrait même rajouter aussi de le faire aussi en se levant. Donc l'idée, c'est de se lever de son fauteuil, de son canapé, voilà, et aller regarder à 20 mètres pendant 20 secondes, toutes les 20 minutes. Qui permet justement de faire cette coupure pour que justement on ne reste pas systématiquement focalisé sur cet écran. Ensuite, nous avons des conséquences psychiques probables. Alors, les effets sur le sommeil. Bien évidemment, donc le sommeil, la stimulation des écrans vient notamment de la fameuse lumière bleue. Alors, notre source principale de lumière bleue à laquelle tout le monde est exposé, c'est le soleil. Hein. Ça reste une partie du spectre lumineux. Mais les écrans ont effectivement une lumière beaucoup plus froide. Et pour limiter l'impact sur le sommeil, en fait, c'est que il faudrait soit ne pas regarder d'écran 1h30 avant de s'endormir, entre 1h et 2h avant de s'endormir. Donc, ça veut dire pas de téléphone dans le lit, pas de télé juste avant, etc., etc. Et il y a aussi la possibilité sur les écrans, que ce soit sur les télévisions modernes ou les smartphones ou les tablettes, c'est d'avoir un mode sombre ou un mode nuit. Alors attention, quand je parle de mode sombre, c'est pas je passe le fond noir avec la police blanche. Non, c'est un petit filtre qui va mettre des couleurs très chaudes sur l'écran, donc un filtre un peu jaune qui justement va diminuer d'une très grande partie de la lumière bleue qui fait qu'elle aura énormément moins d'impact sur le sommeil. Ensuite, conséquence suivante, la nomophobie. Alors celui-là, peut-être que certains connaissent, mais en fait, la nomophobie, c'est la peur irrationnelle d'être sans son téléphone. C'est un mot qui est assez récent, mais c'est que, en gros, non, mon téléphone, je sais pas où est mon téléphone, je commence à paniquer, et si on essaie de me joindre, et ça. Ça peut, effectivement, on peut dire que là, on a peut-être un petit peu trop son téléphone dans les mains. Alors, c'est pas forcément de la nomophobie, mais ça peut quand même facilement arriver jusqu'ici. Ensuite, le syndrome de la sonnerie fantôme. Alors ça, moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé pendant très longtemps. C'est d'avoir la sensation, par exemple, de tiens, j'ai mon téléphone qui vibre. Ah bah non, il n'est pas dans ma poche. Voilà. Ou alors, tiens, j'entends une sonnerie. Mais attends, faut que je décroche. Ah bah non, il n'y avait pas de sonnerie. Voilà, une petite hallucination en fait de notre corps parce qu'on est habitué justement à ça et hop, ça peut éventuellement arriver. Alors la sonnerie fantôme, c'est pas très grave, mais ça peut perturber des fois. Et puis les troubles attentionnels. Un trouble intentionnel, très simple. Maintenant, on est habitué à consommer énormément de contenu très rapidement. Généralement, on s'embête même plus à lire des trucs, on se contente uniquement des titres. On valide même plus ce qui va avec le titre. Et du coup, on peut justement perdre notre capacité d'attention, puisque du coup, à force de consommer très rapidement plein de choses, en fait, on n'est pas très attentif pendant très longtemps, mais on est attentif plein de fois pendant une grande période de temps. Je vous donne un exemple avec le réseau social TikTok, puisque du coup, TikTok, quand ils sont arrivés sur le marché, les autres réseaux sociaux commençaient à perdre un petit peu d'utilisateurs et ils ont dit pourquoi. Puis en fait, ils ont tous fait comme TikTok, c'est-à-dire on va mettre des vidéos la possibilité de publier des vidéos très courtes, les faire défiler à l'infini, et puis au final, ça a marché, puisque du coup, TikTok, avec ses vidéos courtes qu'on peut défiler à l'infini, maintenant sur Instagram et Facebook, on a les réels, sur Snapchat, il y a les spotlights, sur... comment j'ai oublié le nom c'est pas grave. Bref, en tous les cas, YouTube, pardon, voilà, il y a les shorts. Du coup, maintenant, tous les grands réseaux sociaux font la même chose. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas que ça retient l'attention pendant longtemps, c'est que sur une vidéo de 30 secondes pendant 1 heure, au lieu d'avoir été attentif pendant 1 heure concentré sur ce qu'on faisait, non, on a été 7000 fois concentré pendant 30 secondes. Et ce qui fait que du coup, cette attention, du coup, après, elle se dégrade, puisque du coup, être attentif sur une période longue, ça devient de plus en plus compliqué. Par exemple, je pose la question, peut-être que vous êtes concerné, quand vous regardez un film ou la télé, est-ce que vous le faites sans toucher à votre téléphone? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en attendant, si vous ne pouvez pas vous empêcher de prendre votre téléphone pour regarder si vous avez reçu un message ou alors de regarder quelque chose, peut-être que du coup, vous avez peut-être déjà des
petits troubles attentionnels sur ce que vous êtes en train de regarder. Parce qu'il est impossible pour un cerveau humain de se concentrer sur 2 choses à la fois. Si vous êtes persuadé que vous pouvez suivre un film et une conversation par SMS, vous avez cette impression, mais en fait, dans votre cerveau, il alterne entre les deux. Donc, vous perdez fatalement des informations à chaque fois que vous switchez. Voilà. Conséquence suivante, les conséquences sociales. Alors, autant tout à l'heure, je disais que quand c'est fait correctement, ça peut être des outils pour sociabiliser. Autant quand c'est mal utilisé, ça peut justement créer une désocialisation. On peut s'enfermer, surtout si on revient à notre petit arbre des addictions tout à l'heure, si effectivement il y a déjà un mal-être qui est présent, alors du coup il peut y avoir une escalade qui va amener jusqu'à la désocialisation. Et si on va au point numéro 2, le cyberharcèlement, qui est le fléau de l'ère numérique, que ce soit aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes. La grosse problématique est souvent que le cyberharcèlement, il peut arriver n'importe quand. Je reprends notamment d'un point de vue scolaire, puisqu'on parle de la santé des enfants. Il y a 20 ans, avant les smartphones, s'il y avait du harcèlement à l'école, à la sonnerie, le soir, on rentrait à la maison, le harcèlement s'arrêtait. Aujourd'hui, il s'arrête plus. Il continue sur les réseaux, il continue sur les groupes classes aussi, puisque, alors, pour ceux qui ne verraient pas ce que c'est, sur Snapchat majoritairement ou WhatsApp à partir du collège, les élèves créent ce qu'on appelle un groupe classe, c'est-à-dire c'est un groupe de discussion où il y a tous les élèves de la classe. Sauf qu'il n'y a aucune modération, c'est l'anarchie totale, tout le monde peut faire rentrer et virer qui il veut, quand il veut. Donc dès qu'il y a une moindre petite mésentente, du coup c'est vas-y, je t'éjecte du groupe, et puis ça s'embrouille en public, ça s'envoie des noms d'oiseaux, et c'est là aussi que justement peuvent être diffusées publiquement des choses qui pourraient rester privées, qui devraient rester privées même. Voilà. Et ce qui nous amène du coup à la cyberviolence, où du coup maintenant, à l'ère du numérique, il est effectivement beaucoup plus facile de dévoiler publiquement des choses privées, et tout ça, ce sont des cyberviolences, ce sont des violences, puisque peu importe ce que c'est, que ce soit un numéro de téléphone, une photo de nous, une information personnelle sur nous, quelle qu'elle soit, ça n'a pas à être diffusé publiquement par un tiers. Et donc toutes ces conséquences, voilà, si encore une fois, s'il n'y a pas d'accompagnement pour pouvoir en parler, si pour accompagner, pour quand on est témoin, pouvoir l'expliquer, pouvoir expliquer que non, c'est pas normal ce genre de comportement, et que du coup, si nous ça nous arrivait, ça nous ferait pas plaisir. Donc il faut essayer de se mettre aussi un petit peu à la place des personnes qui en sont victimes. Et là, ça permet aussi d'accompagner les enfants en travaillant un petit peu sur l'empathie, pour justement que eux développent des comportements en accord avec nos valeurs. Et donc, on parlait de bonnes pratiques. Voici donc une petite série de bonnes pratiques. Alors, pour les moins de 5 ans. Alors oui, mince, je vois que oui, c'est un petit peu en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure, j'ai un petit peu oublié. Alors, le pas d'écran avant 2 ans, ça c'est ce qui se passe aux USA. En France et en Europe, on est sur le pas avant 3 ans. Dans tous les cas, le pas d'écran du tout, on sait tous que c'est impossible à l'heure actuelle. On peut l'éviter au maximum, mais encore une fois, tant que c'est extrêmement rare et que c'est court, ce n'est pas un problème. Et encore une fois, on a tous le droit aussi d'avoir des difficultés à un moment donné. Parents, ça ne s'apprend pas. Personne n'est là pour nous apprendre à être parents. On fait jamais ce qu'on veut, on fait surtout ce qu'on peut, mais dans tous les cas, on essaye de faire notre mieux. Et en tant qu'être humain, on peut faire des erreurs, ce n'est pas grave. Voilà, il faut juste s'assurer que on fait de notre mieux. Donc, les bonnes pratiques, les moins de 5 ans, donc jusqu'à 5 ans, limiter le temps d'écran quotidien ou régulier à moins d'1 heure par jour. Voilà, donc on peut, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est 1 heure par jour tous les jours, c'est pas une obligation, ça peut être juste 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche, et puis c'est tout. Voilà. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'ai une fille qui a 4 ans et demi. C'est très bien que quand c'est jour d'école, il n'y a pas d'écran. Voilà. Elle est d'accord avec cette règle et il n'y a pas de souci. Et effectivement, des fois, le week-end, on regarde un film une fois de temps en temps. Un film, ça fait 1 heure et demie, mais c'est un film sur tout le week-end. Moi, c'est comme ça que je l'applique, par exemple. Bien évidemment, des fois, on va avoir un enfant qui va nous dire « je m'ennuie ».
Mais c'est pas grave, puisque l'ennui, c'est bien, ça aide à développer la créativité. Ensuite, bien évidemment, s'assurer que les écrans ne font pas partie des activités habituelles dans les milieux de garde, tout ce qui va être périscolaire. Si effectivement le périsco, c'est tiens, allez hop, on vous met un dessin animé, c'est pas l'idéal parce que du coup, nous, on le contrôle pas, on n'est pas là pour accompagner, on ne sait pas s'il y a un accompagnement et encore une fois, ça reste de la sédentarité, ce qui n'est pas non plus l'idéal. On leur demande pas de faire un marathon tous les jours, mais effectivement, si c'est beaucoup plus récurrent d'être devant un écran quel qu'il soit, c'est peut-être pas l'idéal et peut-être en parler au personnel encadrant du périscolaire pour expliquer un petit peu en quoi c'est peut-être pas une bonne idée. Et je vois que j'ai mis 2 fois la limite de temps. Bon, c'est pas grave, petite erreur. Ensuite, toujours pour les moins de 5 ans, éviter les écrans donc au moins 1 heure avant le coucher. Être présent et investi lors de l'utilisation des écrans, donc comme je disais tout à l'heure, échanger sur le contenu. C'est toujours très bon d'avoir en fait, ça peut toujours donner des idées d'utilisation pédagogique du contenu. Par exemple, je prends un exemple complètement au hasard. Imaginez, on a Choupi va à l'école. Choupi va à l'école le matin, et quand on lui dit de s'habiller, il rouspète pas pendant 1 heure. C'est un exemple. Voilà, et d'expliquer que voilà, tu vois, Choupi, son comportement, il est bien, ses parents sont contents, et ça peut être quelque chose d'utile. Et encore une fois, donc, connaître le contenu, accorder la priorité aux applications éducatives et interactives adaptées à l'âge. Là, je vais faire une petite parenthèse sur la notion de adapté à l'âge. Bien évidemment qu'il y a des catégories, que ce soit pour les films, que ce soit pour les jeux, que ce soit pour n'importe quoi, il y a toujours des recommandations d'âge. Mais je rappelle que ce sont des recommandations. Pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que ce ne sont pas des dogmes. Ce n'est pas parce qu'un enfant a 5 ans qu'un contenu destiné aux plus de 7 ans, ça va lui poser des problèmes. Encore une fois, chaque enfant est différent, chaque parent est différent. Celui qui sait le plus si un enfant risque ou non d'être perturbé par un contenu ou d'avoir des difficultés, généralement, c'est le parent. À l'inverse, un enfant de 8-9 ans, peut-être que du coup, il n'a pas les capacités d'avoir c'est un certain recul pour des contenus réservés aux plus de 7 ans, enfin conseillés aux plus de 7 ans. Donc ça, j'insiste là-dessus, notamment au niveau des jeux vidéo, puisque pour ceux qui auraient des ados, sachez que vous le savez peut-être pas, mais c'est dans tous les cas, ils ont déjà tous joué ou regardé quelqu'un jouer au jeu GTA, qui est un jeu réservé aux plus de 18 ans, parce qu'il est extrêmement bourré de stéréotypes, qu'il aborde des thèmes comme la violence, la drogue, la sexualité, mais par contre, ils connaissent tous. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils en ont retenu, et surtout quelle influence ces différents stéréotypes ont pu avoir sur eux. D'une manière générale, c'est aussi ça, s'intéresser au contenu. Si par exemple, oui, effectivement, on a un contenu qu'on trouve un petit peu stupide, mais n'oublions pas que le contenu stupide d'une génération est aussi le contenu stupide de la précédente. Du coup, est-ce que du coup, ce qui est dit dans cette vidéo est en accord avec mes valeurs? Est-ce que là, ce que j'entends, j'ai envie que mon enfant il prenne ça en compte dans son développement? D'où l'intérêt de s'intéresser au contenu, de le partager et de pouvoir en discuter avec ses enfants. Et c'est pour ça que du coup, si on arrive au dernier point, donc les stratégies parentales qui enseignent l'autorégulation, plus on s'y prend tôt pour pouvoir mettre justement des choses en place, plus il y a de possibilités que ce soit plus simple pour que justement l'enfant, une fois en grandissant, s'autorégule assez facilement à ce niveau-là. Si par exemple on dit voilà, tu regardes 2 épisodes de ton dessin animé et après tu éteins, si à partir du moment où c'est intégré, qu'il y a une autorégulation qui s'est mise en place, qu'il éteint sans rouspéter et qu'il essaie pas de gruger pour en avoir un petit peu plus, alors c'est que là déjà c'est un premier pas vers l'autorégulation. Ensuite, entre 5 et 12 ans, là c'est un petit peu plus compliqué puisque là il faut s'intéresser énormément au contenu. Puisque, on va dire plus vers 7-8 ans, on va dire, ouais, CE2, CM1, on va commencer à lâcher un petit peu de lest et on va commencer à s'intéresser à beaucoup plus de choses, puisque le partage des contenus à l'oral va être beaucoup plus riche, beaucoup plus varié. Ils vont commencer à se créer une identité
de près avant de rentrer à l'adolescence, du coup, pour commencer à s'individualiser. Et donc, du coup, ils vont vouloir peut-être commencer à découvrir d'autres choses. Et c'est là qu'il faut bien, j'arrive directement au troisième point, regarder le contenu avec eux. Voilà, sur ce que je disais avant, pour bien cadrer le contenu, ce qu'il en est, à quoi ça sert, sans pour autant être jugeant, bien évidemment, mais par contre, pousser l'enfant à se questionner sur son contenu, quel est l'intérêt de regarder ce contenu, qu'est-ce que ça lui apporte, qu'est-ce qu'il apprend, et est-ce que le temps qu'il y passe à regarder ça, est-ce que c'est du temps où il pourrait pas faire autre chose qui l'intéresse, qui l'aide à se développer? C'est une manière encore de faire, hein, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de recette miracle dans la parentalité, mais c'est une possibilité de méthode qu'on peut essayer. Et après, bien évidemment, utiliser les écrans de manière réfléchie. Voilà, donc bien évidemment, si on laisse en bruit de fond, ça va faire comme un papillon avec la lumière. Hop, je suis attiré. De la lumière, hop, non, ça bouge, ça parle, ça m'intrigue. Bien évidemment, l'écran, il faut qu'il soit utilisé à un instant T, dans un but précis, même si c'est du divertissement. C'est pas grave, on a tous besoin de divertissement. Mais par contre, ce divertissement, il faut qu'on ait un œil dessus pour justement le cadrer si jamais il y a un problème. Et d'établir les règles co-construites avec l'enfant sur le contenu et le temps. Le mot-clé ici, c'est co-construit, puisque même si en tant que parent, on connaît notre enfant, mais c'est lui qui peut aussi exprimer les choses qui le dérangent ou qui ne le dérangent pas. Par exemple, un ou une enfant de 8 ans peut très bien regarder des choses qui font, pour nous, feraient peur. Alors, je ne parle pas de trucs extrêmement violents, hein, je parle juste des petits trucs qui font sursauter, et y être totalement insensible. Et à l'inverse, un ou une enfant du même âge, pour un contenu beaucoup plus soft, qui serait moins, on va dire, moins effrayant, pourrait être justement beaucoup plus angoissé. Donc c'est là qu'il est important de parler de co-construction. C'est voilà, qu'est-ce que tu veux regarder? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que comment je peux t'accompagner, trouver des idées sur l'accompagner? Et au niveau du temps aussi, co-construire, c'est quelle est la limite de temps que tu veux? Qu'est-ce que tu peux faire sur ce temps-là autrement? Est-ce que tu estimes que c'est beaucoup? Est-ce que tu estimes que c'est pas assez? On se met d'accord. Voilà. Et si par contre, au final, ça ne convient pas, alors les règles, on peut les changer. C'est toujours ça, les règles sont évolutives. Si nous, on estime que l'enfant abuse, alors on peut recadrer et revoir à la baisse. Si on estime qu'il arrive très bien à s'autoréguler, on peut peut-être lui laisser un petit peu plus de lest pour justement en profiter un petit peu plus et le responsabiliser un petit peu plus. C'est une option. Et bien évidemment, encore une fois, regarder le contenu avec eux. J'insisterai jamais assez là-dessus. Ensuite, les adolescents. Alors les adolescents, on va plutôt regarder quelles questions sont à se poser. Donc, le contenu, encore le contenu. Est-ce que ça contient de la violence, des stéréotypes ou du contenu dont il est nécessaire de discuter avec eux? Quels exemples de comportements sont montrés? Et ça, l'exemplarité, surtout pour les ados, c'est quelque chose de très très important. Alors ça marche bien évidemment au cercle familial, mais on va parler déjà du contenu. Si je sais pas, on a un youtubeur X ou Y qui du coup a un comportement dans ses vidéos parce que ça fait rigoler, ils vont vouloir le reproduire parce que c'est un effet de mode, parce que c'est un effet de groupe aussi. Il y en a un qui va reproduire, alors du coup les autres vont faire pareil parce que ça fait rigoler les copains. Des fois, ça le fait au détriment d'autres, et c'est là où ça devient problématique. Pareil, donc les stéréotypes, tout autre contenu. Si on est sur un contenu qui commence à avoir, je sais pas moi, des propos extrêmement sexistes et rabaissants, est-ce qu'on a envie que notre enfant s'approprie ce genre de discours? Peut-être pas. Voilà. Et pour ce qui est de la notion de violence, encore une fois, celle-là, elle aussi, elle est très subjective. Parce que nous, on va estimer violent peut-être pour notre enfant, lui, il le trouvera pas violent. Et des choses, au fond, on se dira, non, c'est bon, ça passe. Au final, ça peut peut-être le perturber. Donc, c'est bien d'en discuter de cette notion de violence en permanence. Et dire, voilà, donc ce que tu regardes, est-ce que tu estimes que c'est violent? Qu'est-ce que toi, tu n'as pas envie de voir? Que nous, on sache. Parce que souvent, on n'est peut-être pas forcément du même avis. Et ensuite, donc, la conduite, à quoi est-ce que ça sert pour les enfants?
Est-ce que du coup c'est passif, c'est juste du pur divertissement? Est-ce que c'est créatif? Est-ce que ça leur permet de réfléchir à quelque chose? Est-ce que ça leur apporte quelque chose? Est-ce que quand ils sont sur les réseaux, est-ce qu'il y a une vraie connexion sociale ou est-ce que juste ils partagent juste des trucs comme ça en lançant des trucs parce que ils ont envie et puis voilà. C'est comment ils utilisent la question. Toujours voir est-ce qu'il y a une réelle utilité et si vraiment c'est juste utiliser l'écran pour utiliser l'écran, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire et de les faire réfléchir là-dessus. Et surtout le comment, quand et comment ils les utilisent. Donc si ils sont sous la couette à 1h du matin cachés en train de scroller sur TikTok, ou alors est-ce que du coup ils utilisent leur téléphone uniquement quand ils ont besoin de s'informer, comment ils le font, est-ce que quand ils font des recherches, est-ce qu'ils font des recherches avec mots-clés ou est-ce que du coup ils font des recherches en tapant une phrase complète qui n'a aucun sens? Très souvent chez les ados, ils tapent une phrase complète qui n'a aucun sens. Voilà. Mais c'est les questionner, se questionner et obtenir ces réponses et à partir de ça, pouvoir justement les accompagner. Ensuite, il y a aussi quand même des bonnes pratiques pour les adultes, puisqu'on a parlé d'exemplarité tout à l'heure. L'exemplarité au sein de la famille va passer par nous, les parents, pour justement que les enfants, si on leur dit on tombe pas dans le fais ce que je dis et pas ce que je fais. Sinon, après, il y en a qui fonctionnent comme ça fonctionne très bien, mais d'une manière générale, ça peut nous revenir comme un boomerang dans les dents. Donc, bien évidemment, pour être un petit peu plus tranquille et avoir moins de tentation d'utiliser ces écrans, on enlève ces notifications, sonneries, vibrations, alertes, flash lumineux. Les notifications, on n'a pas besoin. Surtout en plus, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont besoin d'être joignables pour le travail d'une manière générale, mais que en Europe, il existe ce qu'on appelle le droit à la déconnexion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est professionnel, tant que c'est pas sur vos heures de travail, vous n'avez pas d'obligation de répondre quoi qu'il arrive. Donc ça, on peut très bien se dire voilà, hop, je mets en silencieux, je range mon téléphone et on n'en parle plus. Voilà, on ne répond pas immédiatement, pas toujours immédiatement aux sollicitations. S'il y a quelqu'un qui nous dit ah tiens, est-ce qu'il y a ça machin de ça, bon alors attends, je finis ce que je fais, je réponds après. Si une question survient dans une discussion, on ne se jette pas forcément sur son téléphone pour aller vérifier sur Internet, sachant qu'en plus, on va risque de passer du temps à faire le tri, puisque savoir si c'est vrai, c'est faux. Si on se contente juste du résumé que Google nous donne des 3 premières phrases sans aller vérifier plus loin, on n'est pas forcément plus sûr de savoir si on a bien vérifié ou pas. Si possible, opter pour le mode sombre du téléphone, donc ce que je disais tout à l'heure, donc pour pouvoir donner des teintes chaudes à l'écran pour limiter cette perception de la lumière bleue. Bien évidemment, quand on est en famille, on essaie de pas, ou entre amis, on essaie de pas trop être sur ses téléphones. Au volant, on prend pas son téléphone, c'est dangereux. Pareil, quand on est assis quelque part, on n'est pas obligé de poser le téléphone sur la table, on peut le laisser dans un sac ou ailleurs, dans une autre pièce, il n'est pas obligé d'être à côté de nous. Éteindre le smartphone quand on s'apprête à se coucher, ou ne pas l'emmener dans sa chambre, c'est une autre option pour éviter de la tentation. Pareil, on évite de le faire avant de s'endormir et on essaie de se faire des petits smartphone breaks, c'est-à-dire on se dit tiens allez hop, là pendant tant de temps, hop, personne n'a de téléphone en famille, hop, et puis on passe du temps ensemble. Ça peut être aussi un moyen de passer du temps ensemble sans pour autant avoir la tentation d'avoir nos écrans sous la main. Voilà. Et les bonnes pratiques, donc pour les parents, plus spécifiquement pour les adultes, enfin, les parents, donc l'alternance, encourager la diversité des activités, privilégier la création à la seule consommation. Encore une fois, qu'est-ce que tu fais avec ton écran? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Un enfant qui passe, je sais pas moi, 2 heures à dessiner sur sa tablette et à s'améliorer de jour en jour, et un enfant qui passe 2 heures à regarder des gens déguisés en Spider-Man à se faire des proutes sur la tête, c'est pas les mêmes 2 heures. Donc, voilà, qu'est-ce qui en est fait? Encourager justement ces activités créatives. L'accompagnement, communiquer sur ce qu'il fait et ce qu'il voit sur les écrans, et l'apprentissage de l'autorégulation en termes de temps d'écran. Encore une fois, voilà, poser des limites le plus tôt possible, co-construire ces limites, parce que c'est important aussi, puisque du coup, plutôt que de subir une limite, c'est les dire, voilà, qu'est-ce que tu veux? Voilà, moi, ce que je te propose, trouver un juste milieu, tout le monde tombe d'accord. Très souvent, quand on se fait comme ça, ça a tendance à quand même mieux fonctionner. Les enfants ont tendance à respecter leurs engagements et ça se passe mieux. Je dirais pas que ça se passe bien, mais ça se passe mieux.
Voilà. Donc, moi sur moi, j'ai terminé. Je vous invite donc à poser vos questions si vous en avez, puisque j'ai Alors, vu que j'en avais plein. Et j'en avais quelques-unes. alors effectivement, Albin, on a quelques questions dans le chat. Sarah nous demande à partir de quel âge un enfant peut jouer aux jeux vidéo. Alors, il y a peut-être jouer et des nuances à apporter. Alors, la question va être que tout dépend du jeu vidéo. C'est-à-dire, techniquement, un enfant qui a développé sa motricité fine peut utiliser une manette de jeu. C'est pas un problème. D'ailleurs, une manette peut l'aider à développer sa motricité fine. Maintenant, ça va être le contenu. Est-ce que ce contenu, il est adapté à un enfant de son âge? Est-ce que, par rapport à moi, ce que je connais de mon enfant, est-ce que c'est quelque chose qui peut lui poser problème? Est-ce que c'est quelque chose qui utilise un langage ou qu'il n'est pas prêt d'entendre? Je ne parle pas forcément de vulgarité, mais peut-être des mots très compliqués. En fait, l'idée, c'est d'essayer de se renseigner sur le contenu. Tout le monde doit connaître Adibou. Adibou, c'est un jeu vidéo. Adibou, c'est un jeu vidéo éducatif. Voilà. C'est peut être très bien pour les tout petits, mais encore une fois, c'est à petite dose, ensemble. Vous avez la classification PEGI pour les jeux vidéo. Hein, généralement, c'est l'âge qui est marqué avec le type de contenu présent. Vous avez des jeux qui sont PEGI 3, c'est-à-dire à partir de 3 ans, un enfant peut y jouer. Mais en fait, c'est sur le contenu. Je pense à un en particulier qui s'appelle Forza Motorsport, qui est un jeu de course automobile. Un enfant de 3 ans, s'il n'a jamais touché une manette, au bout de 5 minutes, il va passer son temps à cracher la voiture, ça va le saouler, il va laisser tomber. Par contre, ça veut dire que le contenu, mis à part juste une voiture qui roule, il n'y a rien de dérangeant pour les enfants. C'est là où il faut faire attention. Maintenant, vous avez, si on est sur quelque chose d'un petit peu fantastique, vous avez, pour faire simple, je vais faire un parallèle. Si vous avez un enfant qui regarde un dessin animé avec un certain type de contenu, par exemple, je prends un exemple des petits cartoons, des petits des dessins animés où voilà des personnages, des fois les personnages ils se bagarrent un petit peu, ils se fâchent un petit peu, voilà. En fait, il faut juste que le contenu du jeu soit raccord avec ce qu'il a l'habitude de voir, et techniquement, ça ne devrait pas poser de problème en termes de contenu. Pour ce qui est par contre de jouer, là, c'est un accompagnement, c'est un apprentissage. Je veux dire, une manette de jeu ou une souris, un clavier, ça reste des outils au même titre qu'une fourchette, un couteau. C'est une manipulation qui s'apprend et qui, du coup, nécessite un accompagnement, mais à petite dose. Très bien. On nous demande également ce que vous pensez de Fortnite ou Brawl Stars. Alors, Fortnite, j'aime pas. Ça m'a pas captivé comme jeu. Voilà. Moi, perso, je lui mettrais un petit 4 étoiles. Mais parce que voilà. Non, mais plus sérieusement, Fortnite. Fortnite, il y a plein de choses très bien dans ce jeu. Le problématique, je pense que ce sont toutes les dérives et les petits écarts qu'il y a. Par contre, je vais faire une petite parenthèse sur le jeu vidéo en ligne, puisque je pense que chaque parent ici présent qui a des enfants qui jouent aux jeux vidéo ont déjà dû s'énerver après avoir dit tu éteins, on mange dans 5 minutes. Voilà. Les jeux en ligne, on ne peut pas mettre pause. C'est du jeu en ligne, c'est une partie, ça dure entre 15 et 30 minutes. On ne peut pas mettre pause, c'est pas possible. Et bien évidemment, comme tout le monde, vous aussi, si vous faites quelque chose, vous avez envie d'aller au bout, vous savez que vous reste 10 minutes, vous avez envie d'aller au bout, vous n'avez pas envie d'être frustré à vous arrêter tout de suite. Par contre, un truc qui peut être mis en place, moi c'est ce que je conseille aux élèves, mais je le conseille aussi éventuellement aux parents qui me posent la question, c'est de tomber d'accord sur le fait que du coup, on essaie de prévenir 30 minutes à l'avance, comme ça on est sûr qu'il a le temps de finir, il s'engage à pas recommencer, et il n'y a pas d'embrouille. Par contre, pour parler de Fortnite plus particulièrement, c'est un jeu, ça peut se jouer en équipe. C'est ce qu'on appelle typiquement un Battle Royale, c'est qu'en gros, il y a une 50aine de joueurs sur une île et c'est le dernier debout qui gagne. Il y a une catégorie construction, donc ça pousse à réfléchir à ce que je vais faire, ça pousse à développer des stratégies. Il y a aussi le côté équipe qui pousse aussi à la socialisation. Donc, il y a tout. C'est les excès qui sont encore problématiques. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais Fortnite en soi, ça reste un jeu. En termes de violence, graphiquement, elle n'est pas représentée. Je veux dire, voilà, il y a des armes, mais du coup, c'est juste des petits flashs de couleurs et des petits feux d'artifice. C'est pas du sang partout. Donc, en soi, c'est pas spécialement problématique. Ok. Et Brawl Stars?
Brawl Stars, alors le Brawl Stars, ça c'est le même genre de jeu, sauf que là du coup c'est sur mobile. Et Brawl Stars, bon, alors moi le problème que j'ai avec ce jeu, c'est que du coup, pour développer son personnage, son petit personnage, du coup il faut gagner beaucoup de parties, beaucoup, puisqu'on a une monnaie virtuelle qui sont les gemmes. Et ces gemmes, il en faut beaucoup pour pouvoir améliorer nos petits personnages. Le truc, c'est que par contre, il y a une boutique où on peut acheter contre quelques euros des gemmes. Et là, c'est là où justement c'est un jeu qui pousse à la consommation. C'est-à-dire que, en gros, on va avoir une progression très lente qui va nous demander beaucoup de temps. Mais par contre, si on veut y passer moins de temps, alors on peut payer pour aller plus vite. Voilà. Ce qu'on appelle un pay to fast dans le jargon jeu vidéo. C'est payer pour aller plus vite. Voilà. Et il y a des jeux comme ça, justement, et donc c'est pas Brawl Stars, c'est Clash Royale, où non seulement on a une monnaie virtuelle qu'on peut acheter, mais avec cette monnaie virtuelle, on peut acheter une deuxième monnaie virtuelle avec un taux de change différent pour pouvoir acheter encore d'autres choses. Ce qui fait que là, faut demander à n'importe quel jeune qui joue à ces jeux-là, ça coûte combien en euros? Ils sont un peu capables de vous le dire. Pourquoi? Parce que faut faire ou déjà une conversion, c'est pas évident, parce que 9,99 divisé par 5000 gemmes, combien vaut la gemme? Voilà, et bien évidemment, ce sont des jeux qui font en sorte qu'on ait toujours un petit peu de monnaie virtuelle en rab, mais qu'on n'ait pas suffisamment pour les dépenser. C'est quand même dommage que je puisse pas dépenser, il faudrait que j'en rachète pour pouvoir les dépenser. Voilà, et c'est là qu'on peut tomber dans ce qu'on appelle l'escalade de l'engagement, où là, on est dans la mécanique justement du jeu d'argent dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que finalement une addiction peut en induire une autre? Comme là, on voit que le jeu en ligne pourrait impliquer une addiction à la dépense. Alors du coup, c'est pas le jeu en ligne, c'est ce jeu en particulier, c'est ces jeux en particulier. Ce jeu-là. Mais ces jeux-là, en fait, comme dans les casinos, ceux qui dépensent le plus d'argent sont ceux qui ont les moyens. Dans les casinos, on appelle ça les baleines. Dans les jeux comme ça, c'est pareil. Ça représente 1% des joueurs, avec 2 maximum. Mais c'est des gens qui ont cet argent et qui vont dépenser des centaines de milliers, parce qu'ils les ont, les petits vénards. Et du coup, ils vont pouvoir, eux, les dépenser. C'est eux qui font gagner de l'argent aux développeurs. Après, j'ai envie de dire que je rappelle que, par exemple, ce sont des jeux donc, qui favorisent aussi les relations sociales. Et nous aussi, la manière qu'on a de se montrer aux autres passe aussi par nos vêtements dans la vie réelle. Donc, vous avez la mode dans la vie réelle, mais maintenant, vous avez aussi la mode dans les jeux. Et je reviens sur Fortnite. Sur Fortnite, on peut acheter des cosmétiques pour nos personnages. Et c'est exactement comme si je veux cette veste-là, de cette marque-là, et pas une autre. C'est la même chose. Après, si on achète une fois de temps en temps un petit cosmétique à 5 euros, ça arrive à tout le monde d'aller dépenser 5-10 euros dans un truc totalement inutile, mais qui nous fait plaisir. Il n'y a pas de problème à ça. Si par contre on commence à vouloir acheter tout le magasin, là ça devient problématique. Merci. On nous demande également la différence entre l'attention et la concentration. C'est une très bonne question parce que c'est un concept extrêmement compliqué. Je ne suis pas sûr moi-même d'être le plus apte à répondre. Donc, je vais dire joker pour celle-là. Parce que je préfère ne pas répondre plutôt que de dire une énormité. Ok, merci. Et Sabrina nous demande si pour Roblox, on est sur le même raisonnement que sur les jeux en ligne. Alors, Roblox n'est pas un jeu vidéo. Là, je viens d'apprendre de lâcher une bombe. Roblox n'est pas un jeu vidéo. Roblox est un outil qui permet à n'importe quel utilisateur ou utilisatrice, vous comme moi, de créer un jeu vidéo avec les visuels de cet outil. C'est-à-dire qu'en gros, Roblox, l'entreprise qui a créé Roblox, n'a jamais créé un seul jeu. Elle a créé un outil qui permet aux gens comme vous et moi de créer des jeux. Et par contre, dans ces jeux, bien évidemment, là, il y en a qui s'en donnent à cœur joie à faire justement des jeux qui sont là pour faire dépenser de la carte de crédit. Il y a des trucs qui sont hyper violents alors que c'est juste des personnages de Roblox. Il y a des trucs, il y a même de la sexualité des fois qui est affichée. Donc effectivement, il faut faire très vigilant. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de la classification PEGI. Dans la catégorie des classifications PEGI, il y en a un qui est actif, qui a été rentré en vigueur l'année dernière, qui est un petit point d'exclamation blanc sur un carré orange, qui veut dire accompagnement parental recommandé. Je vous invite à le guetter puisque vous le trouvez aussi dans les stores d'applications sur Android, Apple et autres. Voilà, il est très important celui-ci. Et j'avais vu passer une question, si je peux citer des sites, des jeux vidéo, c'est basé sur les mêmes mécanismes que les jeux à gratter. Genshin Impact.
Si on va commencer par là. Genshin Impact, j'ai quoi en tête? J'ai Diablo Immortal. Il y a effectivement, alors même si j'ai parlé de Brawl Stars et Clash Royale, c'est pas les pires. Mais le problème, c'est que du coup, il y en a plein. Ils viennent, ils ramassent l'argent, ils laissent tomber. Il y en a un nouveau qui arrive, il ramasse l'argent, il laisse tomber. Ça, voilà, ça tourne énormément. Et si vous le voulez, je vais vous noter dans le chat. Vous pourrez regarder, ça s'appelle un gacha. Donc, je vous note le mot dans le chat, gacha. Et vous pourrez regarder un petit peu. Ça vient du Japon avec les petites machines à boules. Là, on mettait une pièce et on attendait d'avoir la petite figurine, machin, mais c'était à chaque fois une botte de poireaux qui tombait ou je sais pas quoi. Voilà. Et oui, les Sims, ce sont un jeu vidéo, Marjorie. C'est un jeu vidéo. À partir du moment où ça nécessite c'est interactif avec nous, on peut considérer que c'est un jeu vidéo. D'accord, merci beaucoup, Albin. Pas de rien. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir, merci pour cette conférence. Je crois qu'on a épuisé les questions, alors on va clore cette rencontre. Merci à tous, merci à toutes pour cette participation, pour vos échanges. N'hésitez pas à noter ce webinaire via le questionnaire de satisfaction qui va s'afficher. Il nous permettra d'adapter au mieux nos rencontres et vos futurs besoins. Les liens d'inscription, je vous le rappelle, pour les prochaines conférences, et je vous rappelle également que la santé de votre enfant, le programme de la santé de votre enfant devient un programme annuel qui redémarre dès février. Donc, tout est disponible dans le fil de discussion. Et quant au replay de ce webinaire, il vous sera adressé dès la fin de cette rencontre. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.